Mais que sont donc ces objets venus du ciel ? Ce sont des petits corps de quelques kilomètres, voire dizaines de kilomètres, constitués d'un noyau de glace, de roches et de poussière. Ces objets viennent des confins du système solaire, dans 2 réservoirs principaux, à savoir la ceinture de Kuiper, qui se situe au-delà de l'orbite de Neptune, et dans l'un des plus grands réservoirs de comètes qui s'étend sur des milliards de kilomètres, le nuage d'Oort. Bien qu'on ait l'impression qu'il n'existe qu'un petit nombre de ces astres, cela n'est que la partie émergée de l'iceberg, car malgré leur rareté à se montrer au grand jour, il existerait pas loin de plusieurs milliers de milliards de noyaux cométaires se baladant à la périphérie du système solaire. La réponse à l'origine de la rareté de ces phénomènes astronomiques vient du fait qu'il faut une échelle de temps incroyablement grande à ces noyaux cométaires pour parcourir la distance qui sépare le Soleil des confins du système solaire. Et ce n'est qu'après avoir subi des perturbations sur leur orbite initiale, par l'intermédiaire d'étoiles interstellaires ou même de collisions entre elles dans le nuage d'Oort, que certaines finissent par plonger vers le cœur du système solaire et nous rendre visite. Pour certaines, elles ne feront qu'un simple aller, puis seront projetées vers le vide interstellaire une fois passées au plus près du Soleil. Tandis que d'autres réussiront à s'agripper à la gravité de notre étoile pour y trouver une orbite stable. Les comètes ayant une période orbitale de moins de 200 ans sont appelées comètes à courte période, tandis que celles dont l'orbite excède les 200 ans sont nommées comètes à longue période, et ce sont en majorité les comètes les plus fréquentes. Avoir un gros caillou qui se balade dans l'espace, c'est bien, mais la magie s'opère quand elle s'approche du Soleil. En effet, ces astres, à l'instar des astéroïdes, qui ne sont composés que de roches, possèdent aussi de la glace. En s'approchant de notre étoile, la température de la comète va commencer à chauffer, jusqu'au moment où la glace qu'elle contient commence à se transformer directement en gaz sans passer par l'état liquide. On appelle ce phénomène la sublimation. Cette vapeur d'eau et de poussière est propulsée par le vent solaire, qui va créer une gigantesque traînée sur son passage, que l'on appelle la queue de la comète. C'est cette partie qui rend visible ces objets lorsqu'ils s'approchent suffisamment du Soleil et qui peut atteindre plusieurs centaines de millions de kilomètres. Parfois, quand l'activité de la comète est importante, une deuxième queue, faite de plasma, apparaît. Celle-ci est la résultante de l'ionisation du gaz contenu dans la comète qui est propulsé à de très grandes vitesses par le vent solaire. Elle est toujours orientée à l'opposé du Soleil, tandis que la queue de poussière, qui est composée de particules plus lourdes, a tendance à prendre une légère courbure due à la trajectoire de la comète. Cette traînée de poussière, laissée derrière le passage de la comète, engendre ce que l'on appelle les essaims d'étoiles filantes. En effet, lorsque la Terre traverse ces queues de poussière, même plusieurs années après le passage de la comète, les petites poussières qui pénètrent en grand nombre dans l'atmosphère de notre planète se consument, s'illuminent et forment les fameuses étoiles filantes. L'essaim des Perséides, qui revient en août, est l'une des plus connues chez les astronomes amateurs.
En plus d'être d'une extrême beauté, les comètes sont aussi des objets intéressants du point de vue scientifique. Plusieurs missions ont été réalisées durant les dernières années, notamment vers la comète de Halley qui a fait son retour en 1986. La plus grande mission dédiée aux comètes fut la mission Rosetta, qui s'est déroulée en 2014. Elle a eu pour but d'envoyer une sonde spatiale vers la comète 67P Chury, une comète à courte période, afin de l'étudier. Cette sonde spatiale était aussi accompagnée d'un petit atterrisseur, Philae, qui devait se poser sur la comète. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Le système de harponnage n'ayant pas fonctionné, Philae a rebondi à 2 reprises sur la comète avant de s'échouer de travers et de nous fournir ses premières images. Cette mission nous a permis d'avoir des images jamais obtenues auparavant d'un noyau cométaire. Mais elle nous a aussi permis de trouver, dans le nuage de la queue de la comète, des acides aminés, c'est-à-dire des éléments essentiels à la vie. On avait malgré tout détecté certains de ces acides aminés lors d'une mission vers la comète de Halley, mais Rosetta a confirmé que les comètes possèdent bien les ingrédients nécessaires à la vie. Cette découverte conforte la théorie de la panspermie, qui explique que l'apparition de la vie sur Terre aurait été possible grâce aux comètes qui auraient apporté l'eau ainsi que les fameux acides aminés afin que la vie puisse s'y développer. 67P Chury, 1P Halley, C1995 O1 L-BOP, C1965 S1 Ikeyaseki, C2020 F3 Neowise. En voilà des noms un peu barbares au premier abord. Comment les scientifiques nomment-ils ces astres ? Dans la nouvelle nomenclature, voici les étapes pour nommer les comètes. Le C correspond à la lettre du mot comète. Ensuite, nous avons l'année de la découverte. Vient la lettre majuscule, qui correspond à la quinzaine du mois de la découverte. Le chiffre qui suit précise l'ordre chronologique de découverte durant cette quinzaine. Puis on donne le nom du découvreur. Par exemple pour C 2020 F3 Neowise. La comète de César de -43 est célèbre pour sa magnitude négative, c'est-à-dire qu'elle était visible en plein jour. Pourquoi la comète de César ? Tout simplement parce que celui-ci étant mort peu de temps avant qu'elle apparaisse, les Romains ont interprété la venue de cette comète comme un signe de déification de Jules César, c'est-à-dire qu'ils l'ont placé au rang des dieux. Cette comète disparaîtra juste après son passage au périhélie, ce qui laisse à penser qu'elle se désintégrera à son passage au plus proche du Soleil. C1743 X1, ou la comète de Chezeaux, fut une comète spectaculaire pour avoir développé un éventail de 6 queues après avoir atteint son périhélie. C1965 S1 Ikeyaseki passe au périhélie le 21 octobre 1965, s'approchant de la surface du Soleil à 450 000 km. C'est à ce moment que son noyau se brise en 2 fragments. Elle atteint sa magnitude maximale avec -10, devient visible en plein jour et présente une queue s'étendant sur 45 degrés de la surface du ciel. Ces caractéristiques font de la comète Ikeyaseki une des plus remarquables du XXe siècle et lui valent l'appellation de grande comète de 1965. Sa période orbitale est estimée à 880 ans. C 1975 V1 Ouest passera au périhélie en février 1976 à 30 millions de kilomètres du Soleil et sa magnitude atteindra les -3. Cette comète a une période orbitale de 559 000 ans. C 1996 B2 Hyakutake fut l'une des comètes qui s'approcha le plus près de la Terre ces 200 dernières années. Elle était tellement proche qu'on distinguait l'avancée sur sa trajectoire en quelques minutes. Elle est aussi connue pour avoir eu la comète avec l'une des plus grandes queues à ce jour. Ayant un noyau d'une taille assez petite, cette comète a eu une activité très importante pour avoir autant brillé. Elle a une période orbitale de 70 000 ans. C 1995 O1 L-BOP est considérée comme la comète la plus observée du XXe siècle et l'une des plus brillantes de ces dernières décennies. Elle fut observable à l'œil nu durant près de 18 mois.
Elle dépassa toutes les espérances et prédictions. Cette comète ne manqua pas de provoquer quelques mouvements de panique chez certains sectaires qui prétendaient qu'elle était suivie d'un vaisseau extraterrestre, ce qui entraîna un suicide collectif. Autant dire que les croyances populaires vis-à-vis du mauvais présage des comètes continuent d'exister malgré les connaissances scientifiques acquises de nos jours. Cette comète possède une période orbitale de 2533 ans. Cependant, toutes les comètes ne finissent pas toujours en apothéose. Beaucoup de comètes qui étaient annoncées comme la comète du siècle ou de la décennie ont parfois déçu les attentes du public en ayant eu une activité un peu plus faible que prévu. Ou alors, certaines d'entre elles finissent par se fragmenter et deviennent tout simplement des pétards mouillés. Comme ce fut le cas de la comète Ison en 2013, qui était pourtant annoncée comme une grande comète. Ce fut le cas cette année pour la comète Atlas, qui était annoncée également comme une comète imposante et qui a fini par se désintégrer au bout de quelques semaines pour finir en 1000 morceaux. Comme quoi, l'expression ne pas se faire de plan sur la comète prend tout son sens. Cependant, la dernière en date, C2020 F3 Neowise, a rattrapé ce début d'année difficile et nous a présenté sa belle chevelure pour le plaisir des astronomes qui attendaient cela depuis la comète Hale-Bopp il y a maintenant 23 ans. Les astronomes du monde entier se sont empressés de publier leurs magnifiques clichés à travers le net. Neowise est passée au plus proche de la Terre le 23 juillet et elle s'éloigne petit à petit. Elle ne reviendra nous rendre visite que dans 6800 ans, autant dire que ce ne sera pas demain la veille. Pas de panique, nul n'est besoin d'attendre si longtemps pour voir une comète, puisque la comète de Halley, dont le dernier passage date de 1986, reviendra nous voir en 2061. D'autres comètes feront sans doute leur apparition avant le retour de celle-ci. Les comètes n'ont pas fini de nous révéler leurs secrets et de nous émerveiller. Elles ont fasciné ou effrayé dans le passé par leur côté éphémère et surprenant et continuent de nous étonner encore aujourd'hui. Mais ce qui les rend si uniques, c'est que malgré toutes nos connaissances, on ne sait jamais à l'avance quelle surprise elles nous réservent une fois qu'elles décident de nous rendre visite.